bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du Q&A, du podcast Q&A. J'espère que vous allez très bien, que vous allez merveilleusement bien. Pour ma part, c'est pas trop ça cette semaine. Je suis un peu malade, je suis un peu malade, je me sens épuisée du coup, et du coup, je m'excuse par avance si j'ai une voix encore plus énergique que d'habitude. Mais ça va aller, ça va aller. Ok, donc je vais passer directement aux questions. La première question que j'ai pour cette semaine, c'est quels sont les livres de yoga qui t'ont accompagné ou t'accompagnent? Alors, matin confession, je ne lis pas beaucoup de livres spécifiquement sur le yoga parce que je fais beaucoup de formations et j'écoute un podcast en particulier, le podcast de Yoga Medicine. Du coup, j'ai l'impression de baigner déjà assez dans le yoga comme ça. Alors quand je lis des bouquins, c'est plus sur soit l'entrepreneuriat, apprendre plus le mindset en fait autour de l'entrepreneuriat, même le mindset en général, le développement personnel, je dirais, ou bien la culture G, ou de la fiction, juste pour le plaisir. Donc niveau bouquin, je suis pas très branchée yoga. Mais j'en ai lu quelques-uns quand même, j'en ai lu quelques-uns que j'aime beaucoup et que je peux vous recommander chaudement. Alors par contre, ils sont en anglais. Je sais pas s'ils ont été traduits, mais oui, en général, enfin, mes formations et même les cours que je suis, j'ai découvert le yoga en anglais et j'ai juste continué en anglais, donc j'ai jamais pris un seul cours de yoga en français. Je Voilà, en tout cas, quand vous suivez un de mes cours en français, sachez que tous les termes, je les ai inventés, en tout cas. Donc ne vous étonnez pas si vous prenez des cours de yoga en français avec, d'autres personnes et elles utilisent les mêmes termes et moi pas du tout. C'est parce que je n'ai jamais pris moi-même de cours de yoga en français, donc je ne sais pas comment on dit les choses et quand j'enseigne, du coup, je le fais un peu à ma sauce. Mais voilà, donc pour les bouquins, donc ça va être surtout autour de la philosophie du yoga parce que bon, effectivement, j'ai plein de bouquins de yoga, mais qui sont plus sur, des bouquins sur l'enseignement du yoga, donc ça intéressera peut-être moins, pardon. Mais au niveau de la philosophie du yoga, par contre, j'ai beaucoup aimé un bouquin qui s'appelle Meditations from the Mat, Meditation depuis son tapis, qui a été écrit par Rolf Gates et une autre personne, mais j'ai oublié l'autre personne, désolée. En plus, c'est une femme, c'est pas très féministe de ma part. Mais ouais, Meditations from the Mat de Rolf Gates. En fait, il propose une courte réflexion pour chaque jour de l'année, donc 365 réflexions sur la philosophie du yoga, sur voilà les concepts généraux et plus précis de la philosophie du yoga. Donc c'est super cool, c'est super accessible, tous les jours on peut lire un tout petit paragraphe et apprendre quelque chose sur la philosophie du yoga et ça donne aussi à chaque fois des pistes de réflexion, hein, des choses intéressantes sur lesquelles se pencher. Donc ça, j'aime beaucoup. L'autre bouquin dont je parle régulièrement, c'est Yoga for a World Out of Balance. Donc le yoga pour un monde déséquilibré de Michael Stone. Où effectivement, là aussi, il va aborder les principes de la philosophie du yoga, adaptés un peu à notre monde moderne. Donc très intéressant. Parce que après, il y a aussi bien sûr les fondamentaux, genre les Yoga Sutras. Les Yoga Sutras, ce sont les 196 aphorismes qui ont été écrits il y a plus de 2000 ans, qui sont un des fondements de la théorie de la pratique du yoga et qu'on ne peut comprendre qu'à travers les commentaires et les interprétations qui en ont été faites depuis. Donc c'est rude à lire. C'est c'est rude à lire, je vous le cache pas, c'est quelque chose qui a été écrit donc il y a 2000 ans à la base et puis qui a été interprété par des érudits, au XXe siècle en général. Donc voilà, c'est du lourd, il y a des morceaux dedans. Donc en général, je préfère des choses plus abordables, plus accessibles.
j'ai préféré du coup suivre des formations et assister à des séminaires d'érudits justement comme, Edwin Bryant qui aident à rendre tout ça un peu plus digeste et un peu plus adapté à notre esprit moderne. Parce que ouais, les concepts, vraiment anciens de la philosophie du yoga, ils sont parfois difficiles à aborder. Donc voilà, j'aime bien les écritures un peu plus modernes. Voilà. Alors, 2e question. Avoir le choix, c'est super, mais parfois ça complique les choses, non? Je me rends compte que j'ai souvent du mal à prendre des décisions et que quand je suis limitée dans mes choix, je perds moins de temps et d'énergie dans plusieurs domaines. Par exemple, ton challenge de la semaine dernière était super agréable parce que comme tu choisissais pour nous une vidéo à faire, je la mettais et ça allait très bien. Si c'était trop long pour mon planning, j'improvisais un truc. Je passais pas 10 minutes à me demander si j'allais faire du yoga ou pas, une séance longue ou courte. Paf, on y allait et ça suivait. Pardon. Et en même temps, avoir le choix, c'est top. Bien que je me rende compte que ça n'aide pas toujours. Est-ce que ça te parle? Alors oui, ça me parle carrément, ça me parle tout à fait. Et il y a même une théorie là-dessus, qui s'appelle le paradoxe du choix, en fait. Parce que quand le nombre d'options qu'on a augmente, la difficulté à déterminer la meilleure option augmente aussi. Et quand l'être humain est confus, il se retranche vers l'option la plus sécurisante qui est: il ne fait rien, il n'agit pas. Donc avoir trop de choix, ça nous force à n'en faire aucun, en fait. Ça nous pousse ou ça nous incite à n'en faire aucun. Parce qu'on voilà, on se sent un peu overwhelmed, on se sent submergé par toutes les possibilités et on se décide: «Ah bah, c'est trop, je fais rien». Il y a même eu, une expérience, qu'ils avaient fait dans un supermarché, où ils proposaient soit bon, le nombre est inexact, mais l'idée reste la même, j'ai oublié le nombre précis, mais bref, 3 parfums de confiture, parfums, saveurs, je sais pas comment on dit, enfin donc 3 confitures différentes, saveurs de confitures différentes ou soit 12. Et on peut se dire qu'avec, plus de choix de parfums, de saveurs, les gens vont forcément en trouver une qu'ils aiment et donc être davantage tentés d'en acheter. Mais en fait, non, pas du tout. Les ventes se sont écroulées quand le choix proposé était plus large, quand il y avait 12 saveurs de confiture possibles. Parce que du coup, les acheteurs hésitaient trop entre plusieurs saveurs et ils finissaient par partir sans rien acheter. Donc c'est bien d'avoir le choix, effectivement, mais trop de choix a tendance à tuer l'action. C'est pour ça que je propose, à mes clients qui ont du mal à se motiver, qui savent pas trop quoi faire, de réduire le nombre d'options en leur, assignant des vidéos comme je l'ai fait la semaine dernière, dans le challenge gratuit Back to School qu'on a fait. Et d'ailleurs pendant ce challenge, j'ai même remarqué que même mes clients qui en général en font pas mal, ils en ont quasiment tous fait plus que d'habitude. Parce que je leur proposais, voilà, tous les jours, ils avaient le choix entre 2 options simples, une séance, une petite routine courte, facile, très accessible ou quelque chose d'un peu plus challenging, un peu plus voilà, un petit peu plus long, un petit peu plus challenging. Pour J'ai donné ce choix-là pour quand même donner un peu d'autonomie, pour donner voilà, ce sentiment d'autonomie à ces personnes, à mes clients ou gens du challenge. Parce que l'autonomie, ce sentiment-là, c'est hyper important pour la motivation, d'avoir le sentiment qu'on prend des décisions, qu'on a le choix, qu'on est maître de notre destin. Mais j'ai pas donné le choix entre 5 routines différentes parce que sinon ça aurait été trop, vous vous seriez demandé: «Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais celle-là ou est-ce que je fais celle-ci? Ah, mais ces 2-là, elles sont assez similaires, mais alors laquelle des 2 je fais?» Et je pense que du coup, si j'avais donné plus de choix, les participants du challenge auraient fait moins, on aurait voilà. Là, il y avait le choix entre 2 choses bien distinctes et ça suffit. Donc ouais, donc carrément, effectivement, quand on a trop de choix, en général, ça nous bloque, ça nous demande voilà, ça nous demande beaucoup d'énergie pour choisir, pour trouver, OK, laquelle de ces options est la meilleure et du coup, bah, on fait rien ou on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'énergie et c'est pas plus agréable. Donc oui, du choix, c'est bien pour avoir ce sentiment d'autonomie et pour, bien sûr avoir plus de variété potentiellement, mais pas trop. Voilà, j'espère que ça a du sens.
Question suivante. À quoi sont dues les insomnies, de milieu de nuit? Genre se réveiller après 3 heures de sommeil et ne pas réussir à se rendormir. Est-il conseillé de se lever et de retourner se coucher plus tard? Alors c'est rigolo parce que j'en ai fait une cette nuit justement. Enfin c'est rigolo, non, c'est pas marrant quand ça arrive, mais ça m'amuse que la question arrive aujourd'hui du coup. Alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être plusieurs choses et je vais commencer par ce qui est le moins courant et ensuite venir, me rapprocher plus, vers, ce qui est la cause en général principale. Donc ça peut être quelque chose de physiologique, de physique. Ça peut être dû à une maladie mentale, donc la dépression, il y a par exemple, l'anxiété, il y a beaucoup de troubles du sommeil qui sont liés. Ça peut être une maladie physique aussi, des maladies chroniques qui causent ces troubles du sommeil. Ça peut être dû à des médicaments ou des changements hormonaux. Donc, si c'est quelque chose de persistant, quelque chose qui arrive vraiment souvent, je consulterai un médecin, j'en parlerai à un médecin qui serait, amené à mieux t'aider, à mieux diagnostiquer, s'il y a un souci hormonal ou médicamenteux ou qu'il y a un traitement à changer, je ne sais pas. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi dû, à une prise d'alcool. On sait que l'alcool morcelle le sommeil, donc quand on a bu, en général, on se réveille plusieurs fois dans la nuit, même si on s'en rend pas compte, on se réveille. Le sommeil est de très mauvaise qualité après une prise d'alcool. Hem et ça peut être aussi dû à la caféine, bien sûr. La caféine, j'en parle beaucoup moins maintenant. Je suis quand même vachement moins remontée contre la caféine ces derniers temps. Mais j'en parlais beaucoup il y a à peu près 2 ans parce que j'étais très branchée justement sommeil. Hem, la caféine donc on sait qu'elle a une demi-vie qui peut aller jusqu'à 10 heures. Donc ça veut dire que 10 heures après votre dernière tasse de café, vous avez encore la moitié de la dose de caféine dans le sang, potentiellement. Ce qui fait que, le café de l'après-midi, bah, voilà, si vous avez pris, je sais pas, un espresso, ou 2 espressos, en fin d'après-midi, bah, à minuit, vous avez peut-être encore un espresso entier dans les veines, quoi. Donc voilà, il faut faire attention autour de la prise de caféine aussi. Je parle d'espresso parce que c'est le truc, classique, mais ça peut être, du soda, ça peut être aussi, du thé, ça peut être, même du chocolat noir. Il y a de la caféine dans le chocolat noir, donc si vous mangez du chocolat noir, le soir au dîner, ben, en dessert et ça fait un petit shot de caféine aussi. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, à savoir, en tout cas à bien avoir en tête. Après ça peut être dû à ton environnement. Si tu as, un partenaire qui ronfle, un chat qui fait des tape des piles, au milieu de la nuit ou qui miaule, ça peut être dû aussi à la lumière, si tu pas des rideaux occultants par exemple, ça peut être du bruit, s'il y a des choses comme ça qui te réveillent, à l'extérieur, mais bon ça tout ça c'est assez évident que c'est la cause du réveil, mais bon ça peut être, quelque chose d'environnemental, je veux dire. Ça peut être aussi la lumière de l'écran du téléphone au moment de coucher on sait que ça empêche, la production de mélatonine. Donc ça perturbe en tout cas la production de mélatonine, cette lumière bleue qu'on a dans les yeux, au moment du coucher et qui nous dérègle un peu notre rythme de sommeil aussi et qui peut causer du coup un réveil un petit peu plus tard dans la nuit parce que la mélatonine, ça vient et ça part en vague. Donc limiter les écrans, c'est pour ça qu'on vous rebat les oreilles avec ça, c'est limiter les écrans avant le coucher. Si jamais on a des troubles de sommeil, c'est vraiment un axe d'action qui est important et qui vaut le coup d'être exploré. Cela dit, le plus souvent, c'est le stress. C'est le stress, notre grand ami le stress. Si quelque chose te tracasse et c'est pas forcément quelque chose qui va être de là à te tenir éveillé le soir, mais suffisamment pour que ton système nerveux soit en alerte ou bien que tu commences à cogiter dès que tu ouvres les yeux.
Là où, si tu étais plus zen, si tu étais dans une période un peu plus zen, tu te rendormirais immédiatement sans même te rendre compte que tu t'étais réveillé, tu vois? Et je pense, enfin, personnellement, c'est exactement ça qui m'est arrivé cette nuit, c'est-à-dire que je suis en plein dans mon déménagement. Je me suis réveillée cette nuit pour une cause, environnementale. C'était, Liam qui était venu se toucher ou je sais plus quoi, qui je me suis réveillée, voilà. Et immédiatement, en fait, je me suis réveillée, mon cerveau a commencé directement à penser au déménagement et à me dire, enfin voilà, à me dire: «Il faut que tu penses à ça, il faut que tu fasses ça et puis nin et puis il faut que tu prennes des vacances et tout ça» et puis et j'ai commencé vraiment à partir dans ma réflexion sur mon déménagement parce que c'est quelque chose qui me stresse, beaucoup en ce moment, en tout cas qui me fait me poser plein de questions et le fait d'avoir commencé à cogiter, bah, ça a créé un petit spike, d'hormones de stress qui m'a tenue éveillée pendant un petit moment. Donc en général, c'est le stress. Dans tous les cas, si tu te réveilles, ne regarde pas l'heure, ça va te faire stresser encore plus. Ne regarde pas l'heure, ne compte pas le nombre d'heures qui te restent jusqu'à, ton réveil obligatoire. Si tu sens que tu cogites, que tu arrives pas à te rendormir, que tu te sens super réveillé en fait, genre tu as les yeux, boum, bien ouverts, à ce moment-là, je dirais oui, lève-toi, change de pièce et fais une activité relaxante comme lire avec une lumière tamisée, écouter de la musique tranquille, pas d'écran, pour la raison que j'ai, heu, ex la raison que j'ai, expliquée avant, la lumière bleue, donc on veut pas non plus te pourrir ta mélatonine. Mais juste fais quelque chose de oui, de reposant, une méditation, un peu de mouvement, un peu de câlin avec ton chat, tu vois? Quelque chose qui va t'apaiser, qui va ramener ton système nerveux à un état de repos. Hem et l'idée de se lever, de changer de pièce, c'est pour justement ne pas être dans ton lit à tourner, à retourner, à te frustrer et à essayer de t'endormir, mais tu es réveillé donc tu arrives pas et tu commences à te dire: «Oh là là, demain je vais être déclingué» et tu commences aussi à associer ton lit et cette présence dans ton lit à quelque chose de stressant. On veut pas tout ça donc ça peut être une bonne idée du coup de se lever à ce moment-là. Si tu sens que tu es réveillé, tu cogites un peu, mais genre te lever, ouvrir les yeux, ça te paraît quelque chose de difficile, à ce moment-là, reste là et juste essaye de te reposer, essaye de pas nécessairement te laisser embarquer dans ces réflexions qui te stressent, mais juste, bah, soit faire, un exercice de visualisation, un petit exercice de respiration ou juste laisser ton esprit, divaguer, partir un peu dans tous les sens et voilà. Et en général, quand on lâche un peu prise comme ça, on se rendort. OK, j'ai une dernière question pour aujourd'hui et après je crois que je vais faire une sieste parce que j'en peux plus de la vie. J'ai besoin d'aide pour l'établissement d'une routine. Alors j'ai demandé, évidemment, j'ai demandé un peu plus d'informations à cette personne et le cas de cette personne est très commun. En fait, elle aimerait établir une morning routine de mouvement, mais elle n'arrive pas à le prendre au sérieux. C'est l'expression qu'elle a utilisée. Elle se lève, elle va sur l'ordinateur, sa journée démarre et puis elle n'arrive plus à trouver le temps ou la motivation de faire sa routine une fois que sa journée est lancée. Alors, si vous avez suivi un peu ma dernière phrase là, vous allez voir, enfin vous avez peut-être remarqué qu'il y a un point de non-retour dans le déroulement de sa matinée et je pense que ça peut être intéressant de voir ce que ça donne si on agit à ce niveau-là. Le point de non-retour, c'est le moment où elle va sur l'ordinateur. Et du coup, j'ai envie de dire, et si on reposait, et si on repoussait, et si on se reposait, ça c'est pour moi, et si on repoussait de 10-15 minutes l'allumage de l'ordinateur le matin. Si on se disait qu'on allait d'abord se poser sur le tapis de yoga et puis on voit ce qui se passe.
Parce que je pense que c'est hyper difficile de revenir en arrière quand la journée a commencé, en fait, qu'on a reçu des messages, qu'on a des choses à traiter, qu'on s'est fait happer par Instagram, que voilà, qu'il y a des la journée a commencé, en fait. On a commencé à avoir des sollicitations de l'extérieur et on se dit: «Ah oui, j'ai ça et ça et ça à faire» et du coup, pouf, on est parti dans le truc et on se dit: «Ah bah, ouais, je vais pas me mettre maintenant à faire ma morning routine, autant que je lance ma journée et puis si j'ai un peu plus de temps plus tard, je le ferai» et on sait très bien comment ça finit. Ça se passe pas, ça n'arrive pas. Donc je pense que c'est vraiment hyper difficile de revenir en arrière une fois que ça a commencé et du coup, si on veut établir ce moment le matin, si on tient à avoir une routine de mouvement pour avoir une meilleure mobilité, se sentir mieux dans son corps, plus énergique et il faut revoir le déroulement de la matinée et il faut être intransigeant avec ça. Donc par exemple, on se lève, on passe à la salle de bain et on s'accorde ces 10-15 minutes pour soi avant de laisser le monde extérieur nous dicter le reste de notre journée. Hem, c'est voilà, c'est hyper important de déterminer c'est quoi ce moment de point de non-retour où la routine passe à la trappe en fait, où on se dit: «Bah non, maintenant ça sert plus à rien». Hem et honnêtement, je suis pas voilà, je vous dis ça parce que c'est le cas pour moi aussi. Et ça m'arrive régulièrement. Bon, cette semaine, je suis malade, donc je m'accorde un peu plus de de leeway, par rapport à ça, un petit peu plus je suis un peu moins stricte justement avec ma routine. Mais c'est pareil, le matin, si je me lève, je vais dans ma salle de yoga avec mes animaux, je les laisse sortir et je sais très bien que si je commence à allumer mon téléphone, à regarder mes messages, à voir mes mails, à regarder un peu mon calendrier de la journée, c'est fini. Je vais pas faire mon yoga parce que je vais me dire: «Ah non, j'ai tout ça à faire aujourd'hui, il faut que je m'y mette maintenant» parce que je sais que si je me mets à ce moment-là sur le tapis, je vais juste penser à tout ce que je dois faire et je vais pas être dedans. Donc ce que je disais, je suis intransigeante. Le matin, je me lève, je ne regarde pas mes mails, voilà, mon téléphone est sur le côté pendant ma routine du matin. Moi, c'est un petit peu plus que 10-15 minutes en général. Je vais en général à 30-45 minutes. Hem, mais je lance ma routine, ma vidéo et je fais ma séance de yoga et c'est fini et après seulement, je passe au reste de la journée. Donc si en plus vous avez des routines toutes prêtes, assignées par votre, prof estimé, vous aurez même pas l'embarras du choix dont on parlait dans la question 2, il me semble. Vous aurez même pas ce paradoxe du choix. Vous savez que, voilà, vous vous levez, vous allez sur votre tapis, vous lancez, la petite appli de Yoga with Clem, et vous avez votre routine, vous faites vos 10-15 minutes et bim! La journée sera belle. Voilà. Donc si vous voulez qu'on en discute, bien sûr, vous pouvez me contacter. Tout est dans les notes de l'émission et je vais aller de l'épisode, je vais aller me coucher. Je pense que ce sera pas du luxe. Je vais uploader le podcast et aller me recoucher parce que, comme vous le voyez, je suis un peu déglinguée, un peu malade et voilà. Je vous remercie beaucoup pour ces questions. N'hésitez pas à m'en envoyer d'autres, à me contacter, à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Passez une excellente journée. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.